Le président d'une compagnie aérienne met au défi une mécanicienne de réparer ses avions, doutant de ses compétences. Mais la femme lui fait amèrement regretter son scepticisme. Dans le tumulte constant de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, entre les décollages incessants et les roulements de chariots de fret, il existait un monde souterrain peu connu du grand public, celui des hangars de maintenance. Là, parmi les ombres métalliques et les bruits d'outils, une femme imposait le respect, sans jamais l'exiger. Claire Dumas, 36 ans, mécanicienne chef de la compagnie aérienne Voliris Air, dirigeait ses équipes avec une précision presque militaire. Ses gestes étaient sûrs, son regard inébranlable, sa parole rare mais percutante. Depuis qu'elle avait rejoint l'entreprise il y a 9 ans, aucun avion n'était sorti de son hangar sans être inspecté à la loupe. Issue d'une lignée de techniciens de l'aéronautique, Claire avait grandi dans les vapeurs de kérosène et le vrombissement des moteurs. Son père, vétéran de l'armée de l'air française, lui avait transmis bien plus que des compétences techniques, une rigueur absolue, un sens de l'honneur inaltérable et cette obsession presque sacrée pour la sécurité aérienne. Pendant que d'autres enfants jouaient avec des poupées ou des figurines, Claire démontait des carburateurs dans le garage familial, les mains couvertes d'huile et les yeux brillants d'une curiosité insatiable. Au sein de Voliris Air, malgré son rang élevé dans la hiérarchie technique, Claire restait une silhouette discrète. Elle ne participait jamais aux réunions stratégiques, n'apparaissait pas dans les brochures internes, et son nom était rarement mentionné dans les rapports de performance. Cela n'était pas dû à un manque de reconnaissance, mais plutôt à une forme d'invisibilité sociale qui semblait coller à sa peau depuis le premier jour. Le monde de l'aéronautique, encore largement masculin et conservateur, la tolérait plus qu'il ne la célébrait. Son autorité n'était acceptée que parce que ses résultats étaient irréfutables. Les nouveaux venus, souvent, ne comprenaient pas immédiatement. Ils s'attendaient à voir un vieil ingénieur bedonnant en blouse grise et tombaient sur une femme élancée, les cheveux tirés en queue de cheval, le visage strié de traits fermes, les ongles toujours tachés de cambouis. Les plus téméraires tentaient parfois de remettre en question ces diagnostics. Ils apprenaient vite que discuter avec Claire, c'était comme débattre avec les lois de la physique. Elle ne s'énervait jamais, ne haussait pas la voix, mais une simple phrase lancée d'un ton sec suffisait à remettre tout le monde à sa place. « Révise ton manuel, et quand tu l'auras compris, reviens me voir. » Dans les allées du hangar principal, ses collègues la surnommaient parfois le fantôme, non pas qu'elle fût silencieuse ou insaisissable, mais parce qu'elle semblait toujours apparaître là où le danger était imminent. Une vibration suspecte dans un train d'atterrissage, un cliquetis irrégulier dans une turbine, un écho étrange sur une ligne de communication. Claire percevait ce que les autres ne remarquaient pas. Elle n'avait pas besoin d'équipements sophistiqués pour poser un diagnostic. Une simple écoute, un contact, et elle savait. Pour les anciens, elle possédait ce que certains appelaient l'oreille de métal, cette capacité rare à entrer en symbiose avec les machines. Et pourtant, malgré ses dons, elle restait dans l'ombre. Les dirigeants de Voliris Air la croisaient, parfois dans les couloirs techniques sans un mot, ou se contentaient d'un hochement de tête distant. Elle n'en prenait pas ombrage. Ce monde-là, celui des chiffres, des actionnaires, des déjeuners d'affaires, ne l'intéressait pas. Claire appartenait aux entrailles de l'avion, à ses câbles, ses rivets, ses capteurs sensibles. Là où les erreurs ne se mesuraient pas en profit, mais en vies humaines. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, enfilait sa combinaison bleu nuit, ajustait sa lampe frontale et commençait sa ronde. Elle passait d'un appareil à l'autre, posant des questions précises à ses techniciens, observant les tableaux de bord, inspectant les ailes et les réacteurs. Lorsqu'un problème dépassait les capacités de l'équipe, c'était elle qu'on appelait. Et chaque fois, elle résolvait l'équation avec une patience presque sacrée. Il y avait chez elle quelque chose de religieux dans le rapport à la mécanique, une forme de foi tranquille dans la logique, dans la beauté d'un système bien conçu. Mais cette invisibilité commençait, lentement, à peser. Non pas sur son ego, mais sur son travail. Depuis quelques mois, Claire constatait que certaines décisions prises en haut lieu compromettaient la qualité de la maintenance. Pièces de seconde main utilisées en cachette, délais de réparation raccourcis, protocoles de sécurité allégés pour gagner du temps. Elle en avait fait part à ses supérieurs directs,
mais ses remarques étaient accueillies avec des sourires polis et des promesses vagues. « On prend note, Claire. Merci de ton engagement. » Elle savait ce que cela signifiait. On l'écoutait, sans entendre. Sa crédibilité restait cantonnée au hangar, à l'opérationnel. Dans les tours de verre du siège de Voliris Air, ces mots n'avaient pas de poids. Elle n'était pas diplômée des grandes écoles, ne portait pas de costume, ne parlait pas le langage des tableaux Excel. Alors on la laissait faire, tant que les avions volaient et que les retards restaient rares. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les pistes et que le trafic ralentissait, Claire s'attarda plus longtemps que d'habitude dans le hangar. Elle observa longuement un A350 en cours de révision, caressa presque tendrement le fuselage du bout des doigts. Il y avait dans son regard un mélange de fierté et de frustration. Elle savait que cet appareil, comme tant d'autres, volait, grâce à elle. Mais elle savait aussi que personne là-haut ne s'en souciait vraiment. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que son monde allait bientôt basculer, et que l'homme qui allait provoquer cette rupture ne connaissait rien à la mécanique, rien aux moteurs, rien aux systèmes électriques. Il s'appelait Jean-Baptiste Morel, et en quelques jours à peine, il ferait voler en éclats toutes les certitudes de Claire. Pas parce qu'il était brillant, ni même compétent, mais parce qu'il avait le pouvoir et qu'il ne croyait pas aux fantômes. Le siège social de Voliris Air, situé dans un bâtiment de verre et d'acier à 2 pas des terminaux, vibrait d'une agitation inhabituelle. Une fusion colossale avec une compagnie étrangère venait d'être finalisée, et avec elle, un remaniement total de la direction. Les employés, habitués à des dirigeants discrets et souvent absents, se viraient soudain confrontés à l'annonce d'un nouveau président, Jean-Baptiste Morel. Son nom résonna d'abord comme une rumeur, puis comme une certitude. Ancien cadre dirigeant d'un groupe logistique international, il n'avait aucune expérience dans le domaine aéronautique, ce qui ne l'avait pas empêché d'être choisi pour diriger la nouvelle entité fusionnée, avec pour mission principale augmenter la rentabilité à tout prix. La réputation de Jean-Baptiste le précédait. Dans les cercles économiques parisiens, il était décrit comme un stratège froid, méthodique, adepte des restructurations brutales. Partout où il passait, il réduisait les effectifs, supprimait les postes redondants, réécrivait les procédures avec un stylo trempé dans le chiffre. Pour lui, un avion n'était pas une prouesse technologique, mais une ligne de dépenses ou de revenus sur un tableur. Il ne voyait pas les mécaniciens, les pilotes, les agents de piste. Il voyait des flux, des marges, des chiffres à optimiser. Dès sa première semaine, il organisa une série de visites dans les installations de la compagnie. Un geste perçu comme audacieux par certains, comme inquiétant par d'autres. Beaucoup y virent une tentative de faire le ménage à la base. Les rumeurs de privatisation de certains services, de fermeture de hangars, de suppression de postes, commencèrent à circuler. Et quand son cortège arriva aux hangars de Roissy, accompagné de cadres supérieurs en costume impeccable, les employés comprirent que les choses allaient changer. Définitivement. Claire, qui se trouvait ce jour-là en pleine inspection d'un train d'atterrissage sur un Boeing 787, fut prévenue par un collègue que le nouveau grand patron faisait le tour du site. Elle n'y prêta d'abord aucune attention. Ce genre de visite symbolique n'avait que peu d'impact sur son quotidien. Elle continua son travail, le dos courbé sous l'aile de l'appareil, concentrée sur les fixations hydrauliques qu'elle vérifiait à l'aide d'un endoscope. Le sol était couvert de poussière, de câbles et de pièces démontées. C'était son environnement, son royaume. Mais l'arrivée de Jean-Baptiste fut tout sauf discrète. Il entra dans le hangar entouré de plusieurs directeurs, marchant d'un pas rapide, distribuant des questions sèches et des ordres à demi-voix. Il jetait des regards autour de lui comme s'il évaluait la rentabilité de chaque boulon, de chaque panneau. Lorsqu'il aperçut Claire accroupie, concentrée, les bras noirs de graisse, il s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur elle avec une surprise qui se mua presque aussitôt en irritation. Il attendit qu'elle se redresse, puis s'approcha, les mains dans les poches, affichant ce sourire ironique que seuls les puissants savent manier sans un mot de trop. « Intéressant, » dit-il lentement. « On vous laisse vraiment toucher à mes avions ?» La phrase tomba comme un couteau dans un silence soudain. Les techniciens présents firent semblant de ne pas entendre, mais tous avaient compris. Ce n'était pas une question, encore moins une plaisanterie. C'était une remise en cause ouverte, un jugement instantané basé uniquement sur son apparence, son sexe, son poste.
Claire, droite, les mains encore couvertes de cambouis, planta son regard dans celui du président. Elle ne dit rien. Pas Saad. Encore. Jean-Baptiste sembla s'amuser de son mutisme. Il fit quelques pas autour d'elle comme un acheteur inspectant une pièce défectueuse. « Vous dirigez une équipe ici, c'est bien ça ?» demanda-t-il, faussement cordial. Claire acquiesça d'un signe de tête. « Chef de maintenance, niveau 3, depuis 9 ans. » Il leva un sourcil, feignant l'étonnement. 9 ans et aucun problème majeur. Aucun accident, aucun incident lié à la maintenance. Nos avions sont les plus fiables de la flotte, répondit-elle d'une voix égale, sans fierté mais sans la moindre trace de doute. Jean-Baptiste hocha lentement la tête, comme s'il pesait ses mots. Puis il tourna les talons, laissant derrière lui une tension glaciale. Les Speusemaici, directeurs qui l'accompagnaient, se regardèrent brièvement, puis le suivirent sans un mot. Claire resta là, au milieu du hangar, les bras ballants. Elle n'avait pas besoin d'interpréter ce qu'elle venait de vivre. C'était un avertissement. Un homme comme Jean-Baptiste ne faisait pas de commentaires anodins. Il avait vu une femme dans un univers qu'il considérait réservé aux dits « hommes » et cela le dérangeait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire repensa à ce regard. Pas seulement condescendant, mais profondément méprisant. Comme si son existence même remettait en cause une certaine idée de l'ordre établi. Elle comprit que ce nouveau président n'allait pas simplement bousculer l'organisation. Il allait tenter d'effacer ce qu'elle représentait, et peut-être de la faire disparaître. Mais ce que Jean-Baptiste ignorait, c'est qu'il venait de provoquer une onde de choc silencieuse. Car Claire, malgré son apparente tranquillité, n'était pas du genre à baisser les yeux. Pas devant un moteur en feu, et encore moins devant un homme convaincu de sa supériorité. Le lendemain de la visite glaciale de Jean-Baptiste Morel, une tension sourde flottait dans l'air du hangar principal. Les mécaniciens échangeaient des regards prudents, comme si chacun pressentait que quelque chose d'inédit allait se produire. Le président avait décidé de revenir sur le site, mais cette fois sans prévenir à l'avance. Il était entré seul, d'un pas ferme, tenant une tablette à la main, le regard déterminé. À son arrivée, les conversations s'étaient éteintes, les bruits des outils s'étaient estompés, et tous les regards s'étaient tournés vers lui. Claire, postée près d'un chariot de diagnostic, avait senti le changement d'atmosphère avant même de l'apercevoir. Elle avait relevé la tête et l'avait vu s'approcher directement d'elle, cette fois sans détour. Autour d'eux, les employés s'étaient figés, les uns posant leurs outils, les autres ralentissant volontairement leurs gestes pour mieux entendre. Le président s'arrêta à quelques mètres d'elle, observa brièvement l'intérieur du hangar, puis se tourna vers l'équipe. « Messieurs, mesdames » lança-t-il d'un ton neutre mais autoritaire. « On me dit que certains ici sont indispensables, que certains mécaniciens sont irremplaçables. » Un murmure parcourut l'assemblée. Claire, impassible, croisa les bras. Jean-Baptiste poursuivit. « L'un de nos avions les plus coûteux, un A350 nouvelle génération, rencontre depuis des semaines des dysfonctionnements techniques. 3 équipes se sont succédées, aucun résultat concluant. Il reste cloué au sol, et chaque jour qu'il ne vole pas coûte à cette entreprise des centaines de milliers d'euros. » Il marqua une pause, laissant volontairement le silence amplifier le poids de ses mots. Puis il se tourna vers Claire. « Alors, Madame Dumas, puisque vous êtes la référence ici, puisque tout le monde semble se ranger derrière vous, pourquoi ne pas nous prouver que ce n'est pas qu'une réputation ?» Un frisson d'incrédulité parcourut l'assemblée. Claire le fixa, les mâchoires serrées. Elle savait ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas seulement d'un test technique, c'était une mise en scène. Il cherchait à la faire échouer publiquement, à la discréditer devant ses pairs, et surtout à marquer son territoire. Jean-Baptiste leva légèrement la main, comme un arbitre donnant le signal de départ. « Vous avez 48 heures. Réparez la 350. Identifiez les erreurs, résolvez-les et mettez-le en état de vol opérationnel. Sinon, nous envisagerons des alternatives. » Personne ne parla. Le hangar tout entier semblait suspendu à un fil invisible. Claire soutint son regard, sans fléchir. Elle s'approcha lentement, effaçant la distance entre eux. « D'accord. Je relève le défi, » répondit-elle calmement, « mais à une condition. » Jean-Baptiste, surpris, haussa un sourcil. « Que vous soyez là au moment du test, que vous montiez à bord vous-même, une fois les réparations terminées. » Un murmure parcourut les techniciens. L'affront était réciproque, frontal.
Et pour la première fois, Jean-Baptiste sembla légèrement ébranlé. Il ne s'attendait pas à ce que Claire contre-attaque aussi fermement. Mais il ne recula pas. Marché conclu. 48 heures. Pas une de plus. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui un silence coupant comme une lame. Dès qu'il fut hors de portée, les techniciens se regroupèrent autour de Claire. Certains chuchotaient, d'autres échangeaient des regards inquiets. L'enjeu dépassait de loin un simple exercice de maintenance. C'était désormais une question de survie professionnelle. Si elle échouait, ce n'était pas seulement sa crédibilité qui serait en jeu, mais aussi l'avenir de toute l'équipe. Claire prit une grande inspiration. Elle savait que ce défi était piégé. Elle savait aussi que le président avait probablement été conseillé par des cadres qui voulaient sa chute. Mais ce qui les distinguait, c'est qu'eux sous-estimaient l'étendue de ses compétences. Ils ignoraient que Claire connaissait chaque modèle d'Airbus comme les lignes de sa propre main. Elle avait passé des nuits entières à disséquer les manuels, à étudier les diagrammes, à anticiper les erreurs que même les constructeurs n'avaient pas encore documentées. Elle se rendit aussitôt sur la zone de stationnement où l'A350 était immobilisé. L'appareil trônait là, majestueux mais inerte, tel un colosse blessé. Depuis 3 semaines, des équipes entières s'étaient succédé pour tenter de comprendre pourquoi les systèmes électriques s'éteignaient de façon aléatoire, pourquoi les capteurs de pression envoyaient des données incohérentes, pourquoi les commandes de vol perdaient parfois le calibrage sans raison apparente. Aucun schéma logique ne se dégageait. Chaque tentative de réparation semblait n'agir que de façon temporaire. Claire grimpa à bord avec une trousse d'outils personnels et un ordinateur portable contenant ses propres algorithmes de diagnostic. Elle s'installa dans le cockpit, activa les systèmes de base et commença une série de tests manuels. Elle ignora les logiciels standards fournis par le constructeur et entra directement dans les lignes de code des modules, là où la plupart n'osaient pas s'aventurer. Très vite, elle détecta des incohérences dans les flux de données, des micro-interruptions dans la transmission, des délais de réponse irréguliers. Pendant plus de 4 heures, elle travailla sans lever la tête, notant chaque détail suspect, testant chaque composant physique jusqu'à ce qu'un schéma commence à apparaître. Ce n'était pas une panne classique. C'était une série d'événements chaotiques apparemment indépendants, mais qui ensemble formaient une logique insidieuse. Quelque chose, quelque part, interférait avec l'architecture du système, et ce n'était pas un défaut de fabrication. Au cœur de la nuit, alors que l'aéroport se faisait plus silencieux, Claire redescendit de l'appareil et rejoignit son bureau improvisé. Elle n'avait plus que 40 heures devant elle, et déjà elle sentait que ce défi allait la pousser dans ses retranchements les plus profonds. Mais elle n'avait pas peur. Elle n'avait jamais fui devant un problème. Ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de vérité, et cette vérité, elle allait la faire éclater au grand jour. La silhouette du grand A350 se découpait dans la lumière crue des projecteurs, posée sur le tarmac comme une bête mécanique assoupie, mais prête à bondir. Claire, seule dans le hangar désormais déserté, avançait lentement vers lui, les pensées concentrées sur les symptômes atypiques qu'il manifestait. Aucun manuel ne mentionnait de panne similaire. Les capteurs perdaient subitement leur calibrage sans raisons apparentes. Les systèmes de navigation affichaient des valeurs aberrantes, et certains circuits s'éteignaient, puis se réactivaient, comme s'ils étaient hantés. 3 équipes avaient tenté de résoudre le mystère, sans succès. On parlait déjà dans les couloirs de retirer l'appareil de la flotte, ce qui signifierait une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros pour Valerie Serclair entra dans l'appareil par la porte technique, salua brièvement le silence, puis alluma sa lampe frontale. Elle déposa son sac à outils près du cockpit et s'installa directement à la console principale. Elle ne voulait perdre aucune seconde. Les diagnostics automatiques ne révélaient rien de concluant, comme si l'appareil lui-même tentait de masquer ses propres failles. Ce genre de comportement, des erreurs intermittentes, impossibles à reproduire de façon régulière, était le pire cauchemar d'un technicien. Cela trahissait quelque chose de plus profond, une corruption insidieuse au sein même des systèmes de base. Plutôt que de faire confiance aux routines de tests habituelles, Claire commença par les désactiver une à une. Elle ne voulait aucun filtre logiciel entre elle et la réalité brute des circuits. À l'aide de son propre ordinateur, elle lança une série de scripts qu'elle avait conçus elle-même, destinés à surveiller en temps réel les micro-variations de tension, les latences de communication entre modules et les échanges entre les différents réseaux internes de l'appareil.
Très vite, des anomalies apparurent, mais elles étaient si discrètes, si ponctuelles, qu'il était presque impossible de les détecter sans une attention extrême. Elle passa la première nuit entière à cartographier les anomalies. Pour chaque fluctuation inhabituelle, elle prenait note de l'heure exacte, du module concerné, de la température ambiante, de l'activité électrique. Elle créait ainsi une gigantesque matrice de données, espérant faire surgir un motif. Vers 4 heures du matin, les premières lueurs d'un schéma se dessinèrent. Certains signaux échappèrent brièvement à leur canal prévu pour réapparaître ailleurs, comme si un processus parasite détournait l'information. Cela n'avait rien d'un bug logiciel standard. C'était une altération de la logique matérielle. Et cela signifiait une chose, un défaut de conception ou une interférence physique non identifiée. Elle commença alors à démonter le panneau latéral du cockpit, puis celui de la baie avionique principale. Derrière les couches de blindage, des kilomètres de câblage serpentin, de connecteurs dorés, de circuits imprimés s'offraient à elle. Elle avançait centimètre par centimètre, inspectant chaque faisceau, chaque soudure, chaque interface. À plusieurs reprises, elle s'arrêta sur des modules qui avaient pourtant été certifiés récemment. Ils semblaient intacts à l'œil nu, mais Claire savait que certains défauts échappaient à la simple inspection visuelle. Vers midi, elle fit une pause pour boire de l'eau et étirer ses muscles. Sa combinaison était maculée de traces, d'huile, ses mains couvertes de petites coupures et de brûlures superficielles, mais ses yeux brillaient d'une intensité féroce. Elle savait qu'elle approchait d'une piste sérieuse. Elle reprit aussitôt, s'attaquant cette fois au système de gestion de vol, un module rarement ouvert manuellement. En inspectant le connecteur principal, elle détecta une résistance électrique légèrement supérieure à la normale. Pas assez pour déclencher une alarme, mais suffisante pour perturber les échanges de données. Elle décida de remplacer temporairement le module par un équivalent de test et relança les simulations. Les résultats furent immédiats. Plus de latence, plus de micro-coupures. Elle venait de trouver une des sources de la défaillance, mais ce n'était qu'un fragment du problème, car d'autres modules présentaient encore des irrégularités et certains systèmes continuaient de se réinitialiser sans raison. Claire comprit alors qu'il s'agissait probablement d'un phénomène combiné, un enchaînement de défaillances, minimes, chacune insuffisante pour alerter les systèmes, mais dont la combinaison aboutissait à une instabilité globale. Un ingénieur standard aurait traité chaque symptôme individuellement. Elle, en revanche, voyait l'ensemble comme un organisme. Si un organe souffre silencieusement, c'est l'équilibre entier qui se dérègle. Elle reprit son exploration, cette fois en profondeur dans les conduits de climatisation électronique, là où circulent les fibres optiques qui relient les modules de contrôle secondaires. À l'aide d'une sonde thermique, elle détecta de petites zones de surchauffe. En démontant les panneaux, elle découvrit des isolants endommagés, laissant filtrer de minuscules décharges électrostatiques. Elles n'étaient pas suffisantes pour griller un circuit, mais pouvaient créer des interférences erratiques. Cela expliquait certains comportements imprévisibles. À la fin de la deuxième nuit, son bureau était recouvert de schémas annotés, de composants démontés, de tableaux de corrélation. Elle avait dormi à peine 20 minutes, sur une chaise de fortune entre 2 séquences de tests. Mais elle ne ressentait ni fatigue ni épuisement. Seule comptait l'urgence de comprendre, de résoudre. L'avion était en train de livrer ses secrets, un à un, et Claire, patiente et inflexible, les arrachait au silence. Il lui restait moins de 20 heures. Elle savait qu'elle tenait une solution technique, mais il fallait la valider, l'implémenter et surtout la documenter. Elle entreprit alors la rédaction d'un rapport d'intervention ultra détaillé, listant les anomalies, les origines présumées, les correctifs à apporter, les pièces à changer, les conditions de test à reproduire. Elle y ajouta des photos, des captures de signaux, des séquences d'analyse thermique. Ce document, une fois remis, serait son bouclier. Il ne suffirait pas de dire qu'elle avait réussi. Elle devait prouver dans les moindres détails comment elle avait procédé. Parce que dans ce monde, la parole d'une femme ne suffisait jamais sans preuve écrite, technique, indiscutable. En scannant une dernière fois les circuits restaurés, Claire eut un instant d'arrêt. Elle observa l'appareil dans son ensemble, comme on observe un patient stabilisé après une longue opération. Il respirait de nouveau. Le système répondait. Sans erreur, les données circulaient avec fluidité,
Les modules restaient actifs sans réinitialisation. Il ne s'agissait plus d'une intuition, c'était une certitude. Elle avait réussi. Mais au moment même où elle sauvegardait son rapport sur une clé, sans raison apparente, les lumières du cockpit clignotèrent brièvement, puis se stabilisèrent. Un détail anodin en apparence. Mais Claire soudain sentit un frisson la parcourir. Quelque chose clochait encore, quelque chose où quelqu'un agissait dans l'ombre, et elle venait de comprendre que le problème n'était peut-être pas uniquement mécanique. À l'aube du 3e jour, le ciel au-dessus de Roissy était d'un gris uniforme, étouffant, comme si même le climat pressentait la tension qui allait s'abattre sur les hangars de Voliris Air. Claire Dumas, épuisée mais alerte, finalisait les dernières lignes de son rapport d'intervention dans un silence total, ponctué seulement par les vibrations du vieux radiateur de son bureau technique. Le document long de 54 pages détaillait point par point les anomalies du système de la 350, les procédures de réparation suivies, les hypothèses techniques validées, les modules remplacés, les éléments potentiellement à surveiller à long terme. Elle n'avait rien laissé au hasard. Chaque donnée était sourcée, chaque mesure justifiée, chaque image annotée. Ce n'était pas seulement un rapport, c'était une cartographie complète de la réhabilitation d'un appareil que tous avaient abandonné. À 7h10 du matin, Claire envoya le fichier par email sécurisé à 2 destinataires, le service de documentation technique et le bureau du président Jean-Baptiste Morel. Elle se rendit ensuite elle-même dans les bureaux administratifs, portant une copie imprimée sous le bras, dans une chemise rigide, estampillée « Urgent ». Confidentiel. Elle remit l'exemplaire papier à l'assistante de direction, une femme réservée, qui la remercia poliment avant de le placer sur une pile de documents à transmettre au président. Claire repartit sans mot dire, décidée à retrouver un semblant de repos après 2 nuits sans sommeil. Mais son esprit restait en alerte. Quelque chose en elle refusait de croire que tout se passerait selon la logique. Cette intuition, née du léger clignotement dans le cockpit la veille, ne la quittait pas. Elle sentait que ses efforts allaient être confrontés à une force bien plus sournoise que des câbles défectueux. Vers 11h, alors qu'elle revenait dans le hangar pour vérifier une dernière fois les connexions des modules de redondance, elle reçut un appel du responsable technique de la flotte. Sa voix était tendue, sèche. « Claire, tu peux venir au bureau du président immédiatement ?» Il dit ne pas avoir reçu ton rapport. Un court instant, le temps sembla se suspendre. Claire resta figée, le téléphone à l'oreille, incapable de répondre. Puis, d'un geste lent, elle décrocha ses gants et traversa les couloirs à grandes enjambées. À son arrivée, l'assistante la regarda avec surprise. « Mais je l'ai bien déposé sur son bureau ce matin. Je me souviens parfaitement. » Claire ne répondit pas. Elle poussa la porte du bureau présidentiel sans attendre d'y être invitée. Jean-Baptiste Morel leva à peine les yeux de son écran. « Claire Dumas, c'est cela ? Je crois comprendre que vous deviez me remettre un rapport ce matin. » Elle s'approcha calmement du bureau. « Je l'ai transmis électroniquement à 7h10 et j'ai également remis une version papier à votre assistante. » Le président tapota quelques touches sur son clavier. « Aucune trace d'un courriel de votre part et rien sur mon bureau. Peut-être une erreur de procédure. » Claire s'apprêtait à répondre lorsqu'un jeune ingénieur entra précipitamment. Il s'appelait Yacine, un des rares collaborateurs à lui faire réellement confiance. Il paraissait mal à l'aise, les yeux fuyants. Il attendit que le président quitte la pièce pour une réunion avant de s'adresser à elle en chuchotant « Claire, je dois te dire quelque chose. Ce matin, j'ai vu Arnaud Lefebvre dans le bureau du président. Il est entré avant l'arrivée de Morel. Il tenait une chemise rouge, la même que celle que tu utilises. Ensuite, plus rien. Arnaud Lefebvre, directeur des opérations techniques, un homme ambitieux, calculateur, toujours tiré à 4 épingles. Depuis quelque temps, Claire avait remarqué ses interventions de plus en plus fréquentes dans des domaines qu'il ne maîtrisait pas, comme s'il préparait un redécoupage complet de la maintenance technique. Elle avait entendu parler, en sourdine, d'accords en négociation avec des sous-traitants privés, des sociétés de maintenance externe, à bas coût, souvent impliquées dans des scandales de pièces recyclées et de réparations bâclées. Si Claire parvenait à prouver que l'A350 pouvait être réparée en interne, avec les ressources actuelles de Voliris Air, cela réduirait à néant le besoin d'externaliser la maintenance, et donc les contrats que Lefebvre négociait. En supprimant le rapport,
Il pouvait discréditer l'opération de Claire, faire croire qu'elle avait échoué à fournir les preuves nécessaires dans les délais. Une manœuvre aussi simple que cynique. Elle remercia Yacine d'un signe de tête et quitta le bureau le cœur battant. De retour dans son local, elle chercha immédiatement les enregistrements du serveur de messagerie. Son email figurait bien dans les logs, envoyé et accusé de réception. Elle prit des captures d'écran, les enregistra sur un disque dur externe, et fit de même pour les relevés techniques du test. Puis elle se connecta au système de vidéosurveillance interne. L'accès était limité, mais elle parvint à obtenir une image de l'entrée du bureau de Morel ce matin-là. À 8h12, Arnaud Lefebvre franchissait la porte, tenant une chemise rouge. Il ne faisait plus aucun doute qu'il avait intercepté le rapport, mais prouver cela au président nécessitait un coup d'éclat. Une démonstration impossible à ignorer, même par les plus sceptiques. Claire prit une décision audacieuse. Si les preuves écrites étaient éliminées, elle rendrait sa preuve irréfutable sur le terrain. Elle allait réparer l'appareil en secret avec l'aide de ses 2 collègues les plus fiables, sans prévenir personne. Et elle le ferait voler, car à ce stade, il ne s'agissait plus seulement d'un défi technique. C'était une guerre d'influence, un combat pour l'intégrité de son métier. On avait tenté de la faire taire, de l'effacer, de transformer son échec en stratégie politique. Mais ce que ses adversaires n'avaient pas anticipé, c'était qu'en la poussant dans ses retranchements, ils avaient réveillé une force plus déterminée que jamais. Claire n'allait pas abandonner. Elle allait forcer l'évidence, pièce par pièce, vol après vol. Et le monde verrait que ce qu'on avait voulu enterrer méritait d'être élevé en exemple. Claire Dumas n'était pas une femme naïve. Elle avait vu les regards en coin, senti les silences trop lourds dans les réunions techniques, perçu les hésitations derrière les compliments maladroits. Elle savait que sa présence dérangeait dans un univers encore modelé par des décennies de domination masculine, et elle avait appris à avancer sans attendre d'approbation. Mais ce qu'elle découvrait désormais dépassait le simple sexisme quotidien. Il ne s'agissait plus de doute ou de jugement. Elle faisait face à une opération délibérée, méthodique, orchestrée depuis l'intérieur pour l'écraser. Le nom d'Arnaud Lefebvre revenait sans cesse. Chaque fois qu'un document disparaissait, qu'un message restait sans réponse, que l'accès à un outil lui était restreint, c'était son ombre qui planait derrière. En tant que directeur des opérations techniques, Arnaud disposait de tous les accès, de toutes les autorisations et surtout du pouvoir de verrouiller ou d'altérer ce que bon lui semblait dans le système administratif. Il n'avait jamais manifesté une hostilité frontale envers Claire. Il la saluait avec cette politesse crispée, typique de ceux qui méprisent sans vouloir le montrer. Il parlait d'elle dans les réunions comme d'un élément compétent, sans jamais reconnaître ses initiatives ou ses victoires. Et, maintenant, il tentait de l'éliminer. Il fallait comprendre pourquoi. Et très vite, les pièces commencèrent à s'emboîter. Claire fouilla les bases de données internes, passant des heures à recouper des informations que personne ne surveillait de près. Elle découvrit que depuis 6 mois, Arnaud avait engagé plusieurs cabinets de conseil externes pour réévaluer la stratégie de maintenance de la flotte. Officiellement, il s'agissait de simples audits de performance. Mais les noms des sociétés engagées, les montants des contrats et surtout leur historique dessinaient une toute autre réalité. Toutes étaient liées, directement ou indirectement. Un des groupes de sous-traitance aéronautique à bas coût, connu pour remplacer les équipes internes par des techniciens payés à la tâche, souvent moins formés, souvent soumis à des objectifs de rendement au mépris des normes de sécurité. Le plan d'Arnaud était clair, faire échouer les réparations internes, justifier l'inefficacité des équipes actuelles et pousser la direction à privatiser la maintenance en pensant la confiant à ces entreprises. En supprimant le rapport de Claire, en sabotant sa visibilité, il protégeait ce projet. Pire, il en garantissait la rentabilité, car les économies immédiates masqueraient les risques à long terme. Claire sentit la colère l'envahir, froide et dense. Elle n'avait pas l'intention de rester une victime passive. Mais elle ne pouvait pas agir seule. Elle fit appel à 2 collègues de confiance, ses alliés les plus loyaux depuis des années. Ahmed, spécialiste des systèmes électriques embarqués, méthodique et discret, et Louise, experte en logiciel. Avionique, brillante et audacieuse. Tous 2 avaient assisté impuissants à la détérioration progressive des conditions de travail sous la houlette d'Arnaud. Tous 2 acceptèrent de l'aider, sans poser de questions. Les 3 mirent
en place une stratégie parallèle. Puisque les canaux officiels étaient verrouillés, ils créèrent leur propre réseau. Ils travaillèrent de nuit en dehors des heures de rotation, utilisant des badges désactivés depuis des mois, réactivés temporairement grâce à une faille connue du système de sécurité, faille que Louise maîtrisait parfaitement. Ils accédèrent à l'A350 sans que personne ne le sache, opérant dans le silence, les alarmes désactivées, les caméras obstruées temporairement. Chaque action était millimétrée. Ahmed identifia les modules défaillants dans les sous-systèmes de communication, puis installa des remplaçants calibrés à la main. Louise reconfigura l'ensemble du firmware, contournant les programmes standards du constructeur pour créer une version optimisée, plus stable, plus robuste. Claire, elle, vérifia chaque câble, chaque joint, chaque connexion. Elle dirigeait l'opération comme un chef d'orchestre, avec une précision quasi militaire. Ils ne disposaient d'aucun soutien logistique, aucun renfort, mais ils avaient la compétence, la détermination et surtout la vérité de leur côté. Pendant 3 nuits, ils œuvrèrent dans le secret le plus total. Aucun bruit ne devait trahir leur présence. Ils communiquaient par signes, par gestes. Ils n'allumèrent les appareils qu'au strict nécessaire. Et chaque matin à l'aube, ils effaçaient leurs traces, nettoyaient les lieux, réinitialisaient les systèmes d'accès. Mais le plus difficile ne fut pas la réparation elle-même. Ce fut de gérer l'incrédulité de leurs collègues. Car autour d'eux, le discours d'Arnaud s'imposait lentement. On entendait dire que Claire avait échoué à remettre son rapport, que le délai des 48 heures était dépassé, que l'avion serait bientôt déplacé pour être traité à l'étranger. Les regards changeaient. Certains évitaient son regard. D'autres murmuraient qu'elle avait peut-être visé trop haut. Claire encaissait en silence. Elle savait que tout se jouait désormais sur un instant, le moment où le président montrait des signes d'impatience, où le hangar attendait une explication, où le conseil d'administration demandait des comptes. Il suffisait de quelques heures supplémentaires, d'un dernier ajustement. Et elle pourrait prouver, non par des mots, mais par des résultats, que son travail valait plus que toutes les promesses d'externalisation. Alors qu'elle resserrait une dernière connexion sous la console secondaire du cockpit, elle sentit une main sur son épaule. C'était Louise. Son visage était grave. « Claire, je viens de recevoir une alerte sur mon téléphone. Demain matin, le président sera ici pour superviser le transfert de l'A350 vers la maintenance privée Tapasinji Sato, Toulouse. » Claire la fixa. Il ne restait plus que quelques heures, moins de 10 pour être exact. L'avion était prêt. Le système était stable. Il ne manquait qu'un test complet, une validation de vol et une démonstration publique, irréfutable, qui ne pourrait être effacée ni par un rapport perdu, ni par un discours mensonger. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, plus résolue que jamais. Alors on le fait voler, demain matin, avec ou sans leur autorisation. Il était un peu plus de minuit lorsque Claire verrouilla une dernière fois l'entrée secondaire du hangar. Le vent soufflait fort sur le tarmac, et les lampadaires projetaient des ombres mouvantes sur la carlingue de l'A350. Dans cette ambiance presque clandestine, les 3 techniciens s'activaient dans un silence pesant. Chaque geste mesuré, chaque outil rangé avec méthode. Claire, Ahmed et Louise avaient répété mentalement chaque étape du plan improvisé. Ils savaient que le moindre faux pas pourrait signifier non seulement la perte de leur emploi, mais aussi des poursuites disciplinaires, voire judiciaires. Mais ils savaient aussi que l'inaction signerait l'échec de leur combat. La décision de faire décoller l'avion sans autorisation officielle n'était pas venue d'un coup. Elle avait germé lentement, à mesure que les portes se fermaient, que les documents disparaissaient, que les voix s'éteignaient autour d'eux. À force d'être ignorés, manipulés, menacés en silence, Claire avait compris qu'il ne restait plus que l'acte, pas le discours, pas le protocole, juste l'évidence mécanique d'un avion en état de voler et un vol qui prouverait tout. Louise installait les dernières lignes du nouveau firmware, testant chaque séquence dans un simulateur de secours intégré. Elle avait passé la journée à développer une interface temporaire, permettant de surveiller en direct tous les systèmes critiques de l'A350. Contrairement au système standard, souvent filtré pour éviter de surcharger les pilotes, avec des alertes, celui de Louise affichait tout en temps réel. Températures internes,
cycle de refroidissement, activité des modules de communication, débits électriques. Si une anomalie survenait, il la verrait avant même que l'ordinateur. Deborn la détecte. Ahmed, de son côté, avait installé des capteurs de redondance, des dispositifs de sa propre conception, bricolés à partir de composants de test, qui doublaient certains circuits sensibles sans interférer avec les systèmes principaux. Ce genre de modification était formellement interdit sans validation du constructeur, mais dans cette situation, ils agissaient hors de tout cadre. Ils testaient chaque capteur manuellement, vérifiant la résistance, la réponse aux variations de tension, la compatibilité thermique. Claire, quant à elle, vérifiait la totalité du circuit de carburant, du réservoir principal jusqu'aux injecteurs. Elle passait les mains sur les joints, les valves, les fixations, écoutant les moindres frémissements du métal, ressentant dans sa paume chaque vibration anormale. Elle savait que ce n'était pas seulement une question d'ingénierie, c'était une relation presque intime avec la machine. Elle n'avait pas besoin de voir une alerte rouge pour comprendre qu'un moteur était prêt à réagir. Son instinct, forgé par des années de service par la mémoire de son père, et les nuits passées à réparer l'impossible, lui parlaient. À 4 heures du matin, l'appareil était prêt. Du moins, autant qu'un avion peut l'être avant. Qu'un vol test. Les 3 techniciens se retrouvèrent dans le cockpit, les yeux cernés mais déterminés. Claire prit la parole. On va procéder à un test complet au sol. Système moteur, commande de vol, communication avec la tour. Louise, tu restes à bord pour les diagnostics. Ahmed, tu prends le poste de surveillance extérieure. Je reste aux manches. Ils s'installèrent. Les premières lumières du cockpit s'allumèrent, douces, régulières. Aucun clignotement anormal, aucun signal d'erreur. Claire enclencha la mise en tension principale. Le cœur de l'A350 se réveilla en silence, chaque sous-système s'allumant comme une constellation bien orchestrée. Puis les écrans de navigation, les commandes auxiliaires, les contrôles hydrauliques. Louise lançait les diagnostics en parallèle, confirmant chaque activation. Tous les voyants passaient au vert, un à un. Les données s'alignaient. La logique reprenait ses droits. À 5 heures, Claire fit rouler l'appareil sur quelques mètres, testant les freins, les capteurs gyroscopiques, les communications. Ahmed, posté à l'extérieur, communiquait par radio interne. Tout était fluide, aucun signal parasite, aucun redémarrage spontané. Puis alors qu'il s'apprêtait à effectuer la dernière vérification du module de communication avec la tour, une alarme s'afficha soudainement. Un signal rouge, isolé. Communication radio secondaire. Erreur de synchronisation. Claire fronça les sourcils. Louise se pencha sur son écran. C'est un signal instable, pas interne. Une interférence externe, peut-être une antenne relais ou un brouillage. Claire coupa le module, le relança. L'erreur disparut, puis réapparut 2 minutes plus tard. « C'est pas nous », dit Ahmed dans l'interphone. « Je capte une fréquence. Parasite sur la bande de secours. Ça vient de l'extérieur du périmètre technique. » Claire sentit un frisson. Elle se souvenait de ce même type de perturbation la veille, au moment où les lumières du cockpit avaient clignoté brièvement. C'était donc bien réel. Et ce n'était pas une défaillance. C'était une interférence intentionnelle. « Quelqu'un essaie de brouiller la communication », murmura-t-elle. « Pas pour nous empêcher de voler, mais pour faire échouer. » Le test. Elle savait ce que cela signifiait. S'ils tentaient le vol maintenant, la tour ne pourrait pas confirmer les signaux radio. Et toute tentative de décollage sans contact avec la tour serait immédiatement classée comme faute grave. L'échec serait complet. Et Arnaud pourrait clore le dossier, prétendant que l'avion restait instable. Mais Claire avait anticipé cette éventualité. Elle ouvrit un compartiment dissimulé sous son siège et en sortit un vieux module radio portable, autonome, utilisé jadis pour des essais d'urgence. Elle le connecta au système auxiliaire et chercha manuellement une bande de secours. Canal d'urgence 27.2, réserve militaire. Ils n'oseront pas brouiller cette fréquence. Louise acquiesça. Elle lança les tests finaux. Ahmed sécurisa les issues. Le jour commençait à poindre. Les premiers vols de la matinée se préparaient. Mais Claire n'attendrait plus. Préparez-vous. Dans 1 heure, on fait voler ce monstre. Et cette fois, ils n'effaceront pas ce qu'on va prouver. Les premières lueurs du matin effleuraient les pistes de Roissy lorsque Claire Dumas boucla sa ceinture dans le siège du copilote. L'A350
majestueux et silencieux, attendait à la limite du hangar, prêt à entamer le test le plus décisif de son histoire. Le ciel, encore teinté de rose et de gris, s'ouvrait timidement, mais l'intérieur de Claire était tendu comme une corde sur le point de rompre. Louise était assise à l'arrière du cockpit, concentrée sur ses interfaces de surveillance, tandis qu'Ahmed se tenait en position sur le tarmac, prêt à signaler le moindre incident visuel. Ils avaient répété la séquence une dizaine de fois. Chaque commande avait été vérifiée, chaque système testé. Et pourtant, tous savaient qu'un avion ne trahit ses secrets qu'en plein vol. Peu avant 7 heures, le président Jean-Baptiste Morel fit son apparition, vêtu d'un costume sombre impeccable. Il arriva seul, sans escorte, s'avança vers la passerelle et monta à bord sans un mot. Claire le salua d'un hochement de tête qu'il ignora ostensiblement. Il s'installa sur le siège d'observateur, posa une tablette sur ses genoux et croisa les bras. « Je suis ici comme convenu. Montrez-moi que cette épave peut voler. » Claire ne répondit pas. Elle activa les systèmes principaux. L'A350 se mit à vibrer doucement, les turbines prenant vie une à une. La séquence de roulage fut autorisée par la tour et l'appareil se mit en mouvement sur la piste d'essai, sous les regards curieux de quelques techniciens matinaux regroupés à distance. Pendant 10 minutes, tout se déroula sans accroc. L'avion roulait avec une précision chirurgicale. Les commandes de vol répondaient à la perfection. Les systèmes restaient stables. Louise confirmait chaque point de contrôle. Température, pression, tension, communication intermodulaire. Même Morel, assis dans son silence arrogant, semblait peu à peu perdre de sa certitude glacée. Puis au moment où Claire annonça la phase de test des systèmes radio en conditions de mouvement, tout bascula. Une alerte retentit sur l'écran central. Perte de synchronisation radio, canal principal indisponible. Claire fronça les sourcils. Elle tenta de réinitialiser manuellement la liaison avec la tour sans succès. Louise scrutait ses moniteurs à toute vitesse. Aucun problème du côté de l'avion, la fréquence est brouillée, encore. Jean-Baptiste Morel se pencha en avant, les sourcils froncés. « Vous perdez la communication avec la tour de contrôle pendant un test de roulage? C'est une blague ?» Claire tenta d'activer la liaison de secours via le canal militaire. Cette fois encore, la connexion échoua. Louise, le visage blême, tapa frénétiquement sur son clavier. « Je crois que l'interférence est dirigée. Pas aléatoire. Quelqu'un bloque les 2 canaux à distance, volontairement. » Claire coupa immédiatement la phase de roulage et immobilisa l'avion sur la piste secondaire. Elle lança la procédure de sécurisation des moteurs et contacta Ahmed sur la fréquence interne. « Tu captes encore l'interférence ?» Affirmatif. « C'est concentré. Ça vient d'un point fixe à proximité. Pas du hangar, mais de la zone technique. »« Hest !» Jean-Baptiste se leva brusquement. « C'est inadmissible. Vous me faites monter à bord d'un avion incapable d'établir une communication de base. J'ai mis ma sécurité entre vos mains et vous m'exposez à ce genre d'amateurisme ?» Claire, toujours assise, ne détourna pas les yeux. Ce n'est pas une défaillance de l'avion, c'est une interférence extérieure artificielle. Il éclata d'un rire bref, sans joie. Bien sûr, toujours une excuse, toujours une cause invisible. Vous avez eu votre chance, Madame Dumas, et vous venez de la gâcher. Il sortit sans attendre, descendant la passerelle d'un pas sec. Derrière lui, les moteurs éteints semblaient retenir leur souffle. Louise soupira, les épaules basses. On avait tout verrouillé, tout. Et pourtant, ils ont réussi à faire échouer le test. Claire resta silencieuse quelques secondes. Puis elle se leva, descendit lentement de l'appareil et rejoignit Ahmed. Il lui montra son analyse rapide de fréquence, captée depuis son dispositif portatif. L'origine du signal était claire. Une antenne temporaire installée dans un fourgon technique banalisé, garé juste derrière la clôture périphérique. Une opération parfaitement planifiée, invisible pour toute personne ne sachant pas où regarder. Ils n'avaient pas seulement voulu saboter le test, ils avaient voulu faire douter Jean-Baptiste de la compétence de Claire au moment même où elle prouvait le contraire. C'était une manipulation psychologique, un piège minutieux. Et le président était tombé dedans, sans hésiter. De retour dans le hangar, les rumeurs couraient déjà. Certains employés avaient vu le président quitter l'appareil en furie. D'autres parlaient d'un vol annulé à la dernière seconde. Personne ne connaissait la vérité, mais tous supposaient l'échec. Et dans cet univers hiérarchisé, l'échec, même injuste,
collait à la peau comme une marque indélébile. Claire s'isola dans le petit local technique. Elle se pencha sur la tablette de Louise, récupéra les journaux d'activité du vol, les enregistra sur plusieurs supports. Puis elle se connecta à la base de données radio de la tour de contrôle. Elle avait besoin des enregistrements, des logs, des anomalies détectées par la tour. Elle savait que là, dans les interstices de la fréquence, se trouvait la preuve de la manipulation. Le test avait échoué, oui, mais la vérité, elle, ne tarderait pas à décoller. Après l'échec du test de roulage, Claire Dumas était déterminée à prouver que les défaillances n'étaient pas dues à l'avion, mais à une interférence externe. Elle se lança dans une enquête minutieuse, examinant les journaux de bord, les enregistrements radio et les images de vidéosurveillance. Rapidement, elle découvrit des anomalies dans les communications radio, suggérant une interférence délibérée. Les images de surveillance révélèrent qu'un individu non autorisé avait accédé à l'avion peu avant le test, renforçant ses soupçons de sabotage. Claire partagea ses découvertes avec Louise et Ahmed, ses collègues de confiance. Ensemble, ils analysèrent les données et confirmèrent que l'interférence provenait d'un dispositif externe, probablement installé par quelqu'un ayant un accès privilégié. Leur enquête les mena à Arnaud Lefebvre, le directeur des opérations techniques, qui avait des motifs pour discréditer Claire et promouvoir la sous-traitance de la maintenance. Déterminée à faire éclater la vérité, Claire prépara un rapport détaillé de ses découvertes et le présenta au conseil d'administration de Voliris Air. Elle exposa les preuves de sabotage et les liens d'Arnaud avec des entreprises de sous-traitance. Le conseil, choqué par ces révélations, ordonna une enquête approfondie. Les résultats confirmèrent les accusations de Claire. Arnaud avait orchestré le sabotage pour favoriser la sous-traitance. Il fut immédiatement suspendu de ses fonctions. Claire, quant à elle, fut saluée pour son intégrité et sa persévérance. Elle reçut une reconnaissance officielle de la part de la compagnie, renforçant sa position au sein de l'entreprise. Cette épreuve renforça la détermination de Claire à défendre la sécurité et l'efficacité de la maintenance interne. Elle continua à travailler avec passion, sachant que son engagement avait permis de protéger l'intégrité de Voliris Air et de ses avions. Claire Dumas s'était rarement sentie aussi trahie. Depuis le test saboté, les jours s'étaient enchaînés dans un tourbillon d'hostilité feutrée, de silence pesant et de regards fuyants. Le hangar, autrefois son sanctuaire, était devenu une scène de soupçons. L'échec apparent de l'A350 avait conforté les plans d'Arnaud Lefebvre et nourri les doutes du président Morel. Mais Claire ne pouvait se résoudre à abandonner. Elle savait que ce qui s'était passé n'était pas une simple anomalie technique. Il y avait eu une main invisible, un geste calculé. Elle le sentait au plus profond d'elle-même, et elle avait bien l'intention de le prouver. Le premier indice tangible lui vint grâce à Louise, qui réussit à récupérer les logs complets du test de roulage, incluant les métadonnées des signaux radio. En les analysant, Claire remarqua une série d'interférences qui ne correspondaient à aucune fréquence enregistrée dans les bases de données aériennes. Ces interférences avaient une signature particulière, comme si elles avaient été générées par un émetteur non conventionnel. Elles apparaissaient précisément au moment où l'A350 tentait de communiquer avec la tour de contrôle. Mais ce n'était pas tout. En consultant les relevés de la tour elle-même, des données normalement confidentielles, mais qu'elle réussit à obtenir via un contact de longue date, Claire découvrit que d'autres appareils proches n'avaient subi aucune coupure à la même heure. L'interférence ciblait spécifiquement l'A350. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Claire décida alors de croiser ces informations avec les enregistrements de vidéosurveillance du hangar. Aidée par Ahmed, elle obtint les séquences couvrant les heures précédant le test. À 3h42 du matin, un homme entra discrètement dans l'avion. Il portait un uniforme technique, mais ses mouvements trahissaient l'urgence et la précipitation. En zoomant sur l'image, Claire reconnut son profil. Il s'agissait de Marc Vallen, un sous-traitant externe que Lefebvre avait introduit dans les équipes sous couvert d'un audit temporaire. Marc n'était pas censé intervenir sur cet avion, encore moins en pleine nuit. Et pourtant, la vidéo le montrait clairement en train de manipuler un panneau d'accès au système de communication. Une fois son opération terminée, il quitta l'appareil sans laisser de traces. La caméra enregistra, même la plaque du véhicule dans lequel il repartit. Claire avait enfin une preuve solide, indiscutable,
que quelqu'un avait saboté volontairement l'essai, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Le président Morel, échaudé par l'échec apparent et soucieux de son image, ne se laisserait pas convaincre par une simple vidéo. Il fallait un dossier complet, irréfutable, structuré selon les standards d'une enquête d'entreprise. Claire passa alors 48 heures à compiler toutes les données disponibles. Enregistrements radio, relevés de fréquences, vidéos, rapports internes. Elle rédigea une chronologie détaillée des événements, pointant chaque incohérence, chaque action suspecte, chaque lien entre Lefebvre et les sociétés externes impliquées dans l'audit technique. Pendant ce temps, Louise poursuivait ses recherches sur les connexions financières. Elle découvrit que plusieurs contrats de consultation signés par Arnaud avaient été validés sans appel d'offres. Pire encore, 2 de ces entreprises avaient été fondées par d'anciens associés de Lefebvre. Des transferts de fonds, suspects, des prestations facturées mais non réalisées, des audits fictifs. Tout indiquait un système de corruption soigneusement orchestré. Claire prit la décision de porter ses preuves directement devant le conseil d'administration. Elle savait qu'elle prenait un risque. Si personne ne la croyait, elle pourrait être accusée d'insubordination, voire de diffamation. Mais le moment était venu de faire tomber les masques. Le jour de la présentation, elle entra dans la salle de réunion vêtue de sa combinaison de travail. Elle ne voulait pas renier son identité de mécanicienne. Devant les 12 membres du conseil, ainsi que Jean-Baptiste Morel, elle déroula son exposé, méthodique, implacable. Elle montra les vidéos, les enregistrements, les contrats frauduleux. Elle expliqua les liens entre le sabotage technique et l'intérêt personnel de Lefebvre dans la privatisation de la maintenance. Jean-Baptiste, d'abord figé, se mit peu à peu à froncer les sourcils. Il comprenait enfin que ce qu'il avait pris pour de l'incompétence était en réalité une opération de dissimulation. Le silence dans la salle était total. Aucun membre du conseil n'osa l'interrompre. À la fin de son exposé, Claire posa son rapport sur la table. « Ce n'est pas seulement une attaque contre moi, dit-elle. C'est une attaque contre la rigueur, contre la sécurité, contre l'intégrité de notre métier. Je ne demande ni promotion, ni compensation. Je demande simplement que la vérité soit entendue. » Un long silence suivit. Puis Jean-Baptiste prit la parole, la voix plus grave que d'habitude. « Laissez-nous le temps d'examiner les documents. Mais si tout cela est exact, Madame Dumas, je vous devrai des excuses publiques. » Claire hocha lentement la tête. Pour la première fois, depuis longtemps, elle sentit que le vent tournait. Elle avait défié un système corrompu, et maintenant, les rouages de ce système se grippaient. Ce qu'elle avait révélé n'était plus une simple défense personnelle. C'était une déclaration de guerre contre tout ce qui compromettait l'éthique et la sécurité dans l'aviation, et elle n'avait pas l'intention de déposer les armes. Le siège de Voliris Air vibrait d'une tension inhabituelle. Depuis le dépôt du dossier explosif de Claire, les couloirs autrefois calmes étaient parcourus de chuchotements, de regards échangés dans le silence et de réunions improvisées derrière des portes closes. Le nom de Claire Dumas circulait, désormais non plus dans l'ombre des hangars, mais dans les étages vitrés où se décidait l'avenir de la compagnie. Ce qui n'avait été qu'un murmure de rébellion technique s'était transformé en boule de neige incontrôlable, roulant vers le cœur même de l'organisation. Jean-Baptiste Morel, d'abord sceptique, avait pris sur lui de faire vérifier chaque pièce du dossier présenté. Il avait mandaté un cabinet d'audit externe, une mesure exceptionnelle, et demandé l'accès complet aux serveurs internes, aux vidéos de surveillance, aux transactions financières. Pendant plusieurs jours, il ne dit mot. Mais ses allées et venues dans les bureaux se faisaient plus fréquentes, plus ciblées. Arnaud Lefebvre, lui, avait tenté de minimiser la situation. Il parlait de manipulation, d'erreurs d'interprétation, de documents sortis de leur contexte. Mais la nervosité de ses gestes, l'agressivité croissante de son ton, trahissaient sa fébrilité. Le conseil d'administration convoqua une réunion spéciale. Tous les membres étaient présents, y compris les représentants des actionnaires majeurs. L'ambiance était pesante, tendue comme une membrane prête à éclater. Claire fut appelée à y assister, ainsi que Lefebvre. Elle entra la première dans la salle, vêtue comme toujours de sa tenue de travail, refusant les costumes imposés aux cérémonies du pouvoir. Lefebvre la suivit quelques minutes plus tard, le visage fermé, les mâchoires crispées. Jean-Baptiste ouvrit la séance sans préambule.
Il se leva tenant à la main un dossier épais marqué du sceau de l'audit externe. « Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour confronter deux versions, celle d'un de nos directeurs et celle d'une technicienne devenue symbole malgré elle d'un combat pour l'intégrité. J'ai ici les résultats d'une enquête indépendante qui, je le précise, a eu accès à toutes les données internes sans aucune restriction. » Il ouvrit le dossier, sortit plusieurs documents qu'il disposa devant lui, puis fixa Arnaud. « Monsieur Lefebvre, vous êtes accusé d'avoir contracté sans validation du comité plusieurs prestations externes avec des sociétés liées directement à votre réseau personnel. Ces contrats ont été signés dans des conditions douteuses, souvent sans appel d'offres, et dans certains cas, facturés sans qu'aucune prestation identifiable n'ait été rendue. » Un silence glacial suivit ces mots. Arnaud tenta de se défendre parlant de procédures d'urgence, de réactivité commerciale, mais ses arguments glissaient comme de l'eau sur une vitre. Jean-Baptiste l'interrompit d'un geste sec. Cela pourrait relever d'une simple faute de gestion, si cela ne s'accompagnait pas d'un deuxième constat. Les analyses des signaux captés lors du test de l'A350 confirment l'utilisation d'un brouilleur mobile dissimulé dans un véhicule banalisé stationné à proximité du hangar. La fréquence utilisée était illégale et l'équipement retrouvé correspond à ceux utilisés par certaines agences privées. Il fit une pause, puis planta son regard dans celui de Lefebvre. Ce véhicule était enregistré au nom d'un sous-traitant que vous avez personnellement recommandé, et ce même sous-traitant a été filmé, la nuit précédente, entrant dans l'avion pour manipuler les modules de communication. La stupeur dans la salle était palpable. Quelques membres du conseil échangeaient des regards effarés. Arnaud, pâle comme la craie, s'accrochait à son siège. Claire, restée debout, observait la scène sans jubilation. Ce moment n'était pas une revanche, c'était une confirmation. Jean-Baptiste se tourna alors vers elle. « Madame Dumas, votre rapport, bien que subtilisé dans des conditions encore floues, a été retrouvé dans les archives de sécurité. Il est complet, rigoureux, et les modifications techniques apportées à l'A350 ont depuis été validées par le constructeur lui-même. » Il marqua un temps, puis poursuivit. « Vous avez non seulement identifié les causes du dysfonctionnement, mais vous avez aussi agi pour préserver la sécurité des passagers, en dépit des obstacles. Vous avez alerté vos supérieurs, vous avez collecté les preuves, et lorsque tout le système a tenté de vous faire taire, vous avez maintenu le cap. » Il se rassit lentement, posant ses mains sur la table. « Ce que vous avez accompli est exemplaire, pas uniquement en termes techniques, mais en termes d'éthique. Vous avez défendu ce que nous prétendons incarner, l'excellence et la responsabilité. » Le président du conseil, un homme d'âge mûr habituellement silencieux, se pencha en avant. « Que proposez-vous, monsieur Morel ?» Jean-Baptiste prit une inspiration. La suspension immédiate de monsieur Lefebvre, l'ouverture d'une enquête disciplinaire et la nomination de Claire Dumas à la tête du département d'ingénierie avec mission de refondre intégralement notre système de maintenance interne. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Claire, elle, resta figée, les yeux écarquillés. « Vous êtes sérieusement en train de proposer de nommer une mécanicienne au poste de direction ?» lança un des administrateurs incrédules. Jean-Baptiste se tourna vers lui. « Non. Je propose de nommer la seule personne ici capable de nous empêcher de sombrer. » Le vote fut lancé, et à la surprise générale, la majorité fut obtenue. Arnaud Lefebvre, défait, quitta la salle sans un mot. Claire resta immobile, la poitrine serrée, réalisant lentement que la mécanique qu'elle avait toujours servie venait de la propulser à un poste qu'elle n'avait jamais convoité, mais qu'elle méritait plus que quiconque. L'affrontement était terminé, mais la reconstruction ne faisait que commencer. Depuis la réunion décisive où Claire Dumas avait été propulsée à la tête du département d'ingénierie de Voliris Air, les jours suivants avaient pris des allures d'ouragan, administratifs, techniques et humains. Le limogeage d'Arnaud Lefebvre avait secoué l'ensemble de la structure, et une onde de choc s'était répandue dans toutes les strates de l'entreprise. Certains avaient quitté leur poste dans un silence discret. D'autres, jusqu'alors, fidèles à Lefebvre, cherchaient fébrilement à se repositionner. Mais Claire ne perdit pas une seconde à savourer cette victoire symbolique. Elle savait que les vrais défis commençaient maintenant. Dès sa prise de fonction, elle demanda un audit complet, non plus sur les performances,
mais sur les personnes. Elle voulait comprendre comment un système aussi corrompu avait pu se maintenir aussi longtemps sans être remis en question. Ce qu'elle découvrit dépassa ses pires soupçons. Pendant des années, des contrats avaient été signés dans l'opacité, des rapports trafiqués, des vérifications de sécurité bâclées. Tout cela au nom de la rentabilité, du gain à court terme. Certains avions, qu'elle connaissait pourtant de l'intérieur, avaient volé avec des composants d'origine douteuse, sans que personne ne remette en cause les certificats falsifiés. Claire fit immédiatement suspendre tous les contrats en cours avec les sous-traitants impliqués dans ces pratiques. Elle ordonna un inventaire des pièces en stock et fit vérifier les numéros de série de chaque élément critique. Dans les hangars, l'ambiance changea. Ceux qui avaient gardé le silence par peur commencèrent à parler. Des mécaniciens partagèrent des informations qu'ils avaient eues pendant des mois, certains même pendant des années, par peur de représailles. Une nouvelle culture de la transparence s'installa, fragile mais réelle. Pendant ce temps, Jean-Baptiste Morel, confronté à la tempête médiatique déclenchée par l'affaire, dut se résoudre à affronter la presse. Des journalistes spécialisés en économie, en transport aérien, mais aussi des chroniqueurs plus généralistes, commencèrent à fouiller dans les archives publiques. Ils retrouvèrent des traces de contrats douteux, des plaintes étouffées, et surtout des rapports élogieux concernant les performances de Claire Dumas dans les années précédentes, rapports qui n'avaient jamais été pris en compte. À l'époque, lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Jean-Baptiste prit la parole devant une salle comble. Il évoqua un tournant décisif pour la compagnie, reconnut des erreurs de gestion graves et parla du courage exemplaire d'une employée dont la voix n'aurait jamais dû être ignorée. À ses côtés, Claire, encore peu, à l'aise dans cet univers d'apparence, se tenait droite, vêtue de sa blouse de travail bleue. Elle refusa de parler longuement. Elle se contenta de dire « Je ne suis pas ici pour faire de beaux discours. Je suis ici pour que nos avions volent, en toute sécurité. Et pour que plus jamais personne ne soit réduit au silence quand il tente de faire ce qui est juste. » Les mots furent repris en boucle sur les réseaux, dans les articles, dans les commentaires. Le visage de Claire, jusqu'alors inconnu du grand public, devint celui de l'intégrité, de la compétence, de la résistance silencieuse. Mais loin de se laisser griser, elle retourna à son poste dès le lendemain. Car pour elle, le plus important n'était pas l'image, c'était le travail à accomplir. Elle lança un vaste chantier de modernisation des procédures internes. Elle mit en place un système de contrôle croisé entre équipes pour que plus jamais un seul individu ne puisse manipuler l'ensemble de la chaîne décisionnelle. Elle proposa également la création d'un poste indépendant de médiateur technique chargé de recueillir les signalements anonymes de la part des employés. La direction accepta, non sans hésitation, mais le conseil d'administration, encore ébranlé par l'affaire Lefebvre, soutint la proposition sans réserve. Dans les hangars, le changement fut perceptible. Les anciens sceptiques observaient maintenant Claire avec un respect silencieux. Les plus jeunes mécaniciens et ingénieurs venaient lui poser des questions, lui demander conseil. Elle n'était pas devenue une figure autoritaire, mais une référence. Non pas parce qu'elle exigeait le respect, mais parce qu'elle l'inspirait. Et pendant ce temps, dans un bureau discret du siège, une équipe d'enquêteurs mandatée par la justice poursuivait l'examen des fichiers saisis dans les serveurs personnels de Lefebvre. Des centaines d'emails, de contrats, de relevés de comptes. Les preuves s'accumulaient. On parlait désormais ouvertement de détournement de fonds, de favoritisme, d'obstruction à une enquête interne. Le scandale prenait de l'ampleur nationale et les noms de Claire Dumas et Jean-Baptiste Morel apparaissaient désormais dans les mêmes articles, mais pour des raisons diamétralement opposées. Le président, de son côté, sembla peu à peu évoluer. L'homme rigide, distant, sûr de sa supériorité, montrait désormais des signes d'humilité. Lors de réunions internes, il demandait l'avis de Claire. Il ne la coupait plus quand elle parlait. Il avait compris, à ses dépens, qu'un diplôme de gestion ne suffisait pas à faire voler un avion, et qu'il existait une intelligence bien plus précieuse que celle des chiffres, celle des mains, des yeux, du terrain. Un jour, alors qu'il sortait d'une réunion technique, il s'arrêta, l'air sincèrement troublé. « Claire, je vous dois plus que des excuses. Je vous dois un aveu. J'ai cru que vous étiez un obstacle. Vous étiez la solution. C'est mon erreur la plus lourde. » Elle le regarda un instant, puis répondit simplement. « Alors ne la répétez pas. » Et elle repartit vers le hangar,
là où tout avait commencé. Parce que pour elle, les mots n'avaient jamais été une fin, mais seulement le prélude à l'action. Le hangar principal de Voliris Air n'avait jamais connu une agitation semblable. Depuis plusieurs semaines, une transformation progressive mais spectaculaire y avait pris racine. L'atmosphère pesante des débuts laissait désormais place à un air plus vif, traversé d'une énergie renouvelée. Les regards autrefois méfiants envers Claire Dumas s'étaient mués en signe de respect. La mécanicienne invisible, celle que l'on toisait ou ignorait, s'était imposée par la seule force de son travail, de sa droiture, de son courage silencieux. Elle ne l'avait pas fait par orgueil ni pour asseoir un pouvoir personnel. Elle l'avait fait parce qu'il était juste de le faire, parce que laisser la médiocrité et la malhonnêteté s'enraciner aurait été trahir ce en quoi elle croyait depuis toujours. Après le scandale, les procès verbaux et les conférences de presse, Claire s'était retranchée dans le concret, là où elle se sentait légitime. Les diagnostics, les protocoles, les analyses. Mais le conseil d'administration, désormais convaincu qu'elle représentait un tournant dans la culture de l'entreprise, insista pour qu'elle prenne la parole à l'occasion d'un événement exceptionnel. Voliris Air souhaitait mettre en avant les collaborateurs ayant contribué à la refonte technique de l'entreprise, et Claire en était le visage évident. Elle refusa d'abord, puis céda à la pression combinée de ses équipes, de Morel et de plusieurs membres du conseil. Ce ne serait pas un éloge personnel, lui assura-t-on, mais un hommage à ceux qui avaient tenu bon face aux compromissions. L'événement fut organisé dans l'un des hangars désaffectés, spécialement aménagé pour accueillir plus de 1000 personnes, parmi lesquelles des employés, des cadres, des partenaires de l'aéronautique et plusieurs journalistes spécialisés. L'espace avait été décoré sobrement, à l'image de Claire. Pas de faste inutile, pas de lumière criarde, mais des photographies du personnel technique, des schémas d'avions, des citations extraites de journaux de bord. Un écran, géant diffusé en boucle, des extraits de l'enquête qui avait révélé le sabotage de l'A350, entrecoupé d'images du vol test final qui, après avoir été reprogrammé, avait démontré la parfaite stabilité de l'appareil. Lorsque Jean-Baptiste Morel monta sur scène, il s'adressa à l'Assemblée sans son habituel ton professoral. Il parla de confiance, d'erreur et de responsabilité. Il n'hésita pas à admettre publiquement ses fautes de jugement, saluant à plusieurs reprises la ténacité de Claire. Puis, dans un geste inattendu, il sortit un insigne en métal gravé et le présenta à la salle. Voici la plaque que nous avons installée dans le cockpit de l'A350 qui a marqué notre renaissance technique. Elle porte un seul nom, celui de Claire Dumas, en reconnaissance de l'esprit d'excellence qu'elle a incarné. Les applaudissements retentirent longtemps, sincères. Claire, invitée à le rejoindre, traversa lentement la scène. Elle portait, comme à son habitude, sa combinaison bleue sans badge ni médaille. Arrivée au micro, elle observa la foule, ses collègues, ses anciens détracteurs, et prit la parole, d'une voix ferme mais sans emphase. « Je n'ai jamais voulu être mise en avant. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je n'acceptais pas de laisser un système dysfonctionnel mettre en danger des vies et mépriser le travail de centaines de techniciens. J'ai eu la chance d'avoir une équipe loyale, compétente, courageuse. Si mon nom est gravé dans cet avion, alors il doit l'être avec ceux de Louise, d'Ahmed et de tous ceux qui, chaque jour, font leur travail dans l'ombre, sans reconnaissance. » Elle fit une pause, le regard plongé dans celui de ses anciens camarades de hangar. Il ne suffit pas de dire qu'on change, il faut montrer qu'on agit, que l'on répare ce qui a été brisé. Je suis fier de ce que nous avons accompli, mais je ne suis pas une exception. Je suis la preuve que nous étions prêts et qu'on nous a simplement laissés de côté trop longtemps. Un nouveau tonnerre d'applaudissements éclata, plus fort encore que le précédent. Dans les jours qui suivirent, la presse fit l'éloge de Claire, décrivant son parcours comme celui d'une résistante moderne, dans un univers encore trop souvent dirigé à huis clos. Mais contrairement à beaucoup, elle ne chercha ni à capitaliser sur cette visibilité, ni à se faire porte-parole d'un mouvement. Elle refusa toutes les demandes d'interviews personnelles, insistant pour que les projecteurs soient braqués sur les progrès techniques, sur les nouvelles procédures, sur la transparence désormais imposée dans la chaîne de décision. Son bureau fut déplacé près du centre de commandement technique, mais elle continua de passer la majorité de son temps dans les hangars. Elle rendait visite aux équipes de maintenance de nuit, écoutait leurs suggestions, observait leurs méthodes. Elle réorganisa les plannings,
intégra des formations continues et instaura une réunion hebdomadaire ouverte à tous les techniciens, quel que soit leur grade. L'impact fut immédiat. Les performances des appareils augmentèrent. Les incidents mineurs diminuèrent drastiquement. Les inspections externes conclurent à un niveau de rigueur inégalé dans toute l'histoire de la compagnie. Plus encore, elle inspira un changement d'attitude chez les dirigeants eux-mêmes. Jean-Baptiste Morel, autrefois distant et implacable, se montrait plus attentif, plus présent. Il venait parfois en hangar sans prévenir, non pour contrôler, mais pour comprendre. Il demandait à voir les schémas, à écouter les explications des mécaniciens. Un jour, il déclara en réunion « Nous n'avons pas simplement modernisé nos avions. Nous avons corrigé notre manière de penser. » Claire, elle, n'oubliait rien. Ni les humiliations initiales, ni la disparition de son rapport, ni les regards méprisants. Mais elle ne laissait aucune rancœur la ronger. Ce qu'elle avait gagné ne l'était pas par vengeance, mais par nécessité. Elle n'avait jamais voulu dominer, seulement réparer, redonner au mot « technicien » la noblesse qu'il méritait. Et pour la première fois, elle se sentait écoutée, non pas pour ce qu'elle avait dénoncé, mais pour ce qu'elle construisait. Des mois s'étaient écoulés depuis la révélation qui avait bouleversé Voly-Risser. Et pourtant, pour Claire Dumas, chaque jour semblait être une suite logique de celui qui l'avait précédé, comme si l'ouragan médiatique, les enquêtes et les bouleversements n'étaient qu'un prélude à un travail plus vaste, plus ancré, plus patient. Elle n'était jamais devenue un symbole volontaire. Elle était restée technicienne, au plus près des machines, et son bureau, bien qu'agrandi, restait un espace fonctionnel, recouvert de plans d'avion, de schémas techniques griffonnés, de rapports annotés à la main. Son style n'avait pas changé. Elle parlait peu, mais ses décisions, toujours justifiées, étaient devenues une référence. Ce matin-là, Claire se tenait sur le tarmac, les bras croisés, observant un A350, prêt à effectuer son premier vol long courrier depuis les réparations finales. C'était le même appareil que celui qu'elle avait sauvé du démantèlement, celui qui avait failli être injustement classé comme défectueux, celui qu'on avait utilisé pour tenter de la faire échouer. Désormais, il était le symbole de la nouvelle ère technique de Voly-Risser. Son fuselage arborait discrètement, près de la porte avant, une plaque fine en titane, polie à la main, gravée des mots « intégrée et restaurée » grâce à l'équipe de Claire Dumas, ingénierie, interne, année 2025. Elle passa ses doigts sur l'inscription comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Ce n'était pas une décoration officielle. Ce n'était inscrit dans aucun protocole. C'était un geste de l'équipe technique, une reconnaissance, pure née de la volonté collective de rendre hommage sans éclat ni déclaration. L'équipe avait choisi de ne pas mentionner de titre, de fonction, mais seulement son nom, associé à l'acte de « restaurer », le mot qu'elle utilisait toujours, à la place de « réparer ». Un membre de l'équipage la salua d'un signe respectueux. Elle répondit d'un hochement de tête, puis se dirigea vers la tour de contrôle, où Jean-Baptiste Morel l'attendait. L'homme avait changé. Il portait toujours des costumes austères, mais son langage corporel avait perdu sa raideur initiale. Il tendit la main à Claire, qui la serra sans cérémonie. « Je voulais vous parler avant le décollage, » dit-il. « Un nouveau projet démarre et j'aimerais que vous le dirigiez. » Claire l'écouta attentive. Jean-Baptiste expliqua que la compagnie, forte de son redressement technique, voulait désormais investir dans une nouvelle génération de programmes hybrides, intégrant des moteurs à propulsion mixte, un défi à la fois technologique et écologique. Un projet ambitieux, risqué, qui exigerait une restructuration profonde des méthodes de maintenance, une refonte des formations internes et un suivi de sécurité plus rigoureux que jamais. Vous êtes la seule ici à pouvoir imposer ce niveau d'exigence sans effrayer tout le monde, conclut-il. Claire resta silencieuse. Ce genre de défi, elle ne l'aurait jamais imaginé quelques années plus tôt. Elle n'avait jamais recherché le pouvoir, encore moins le prestige. Mais ce projet avait du sens. Il répondait à la logique qu'elle défendait depuis toujours. Innovation sans trahir les fondations, progrès sans négliger les détails. « Je vais réfléchir », dit-elle simplement. Puis elle tourna les talons, non pour fuir la proposition, mais pour observer une dernière fois l'avion qui s'élançait déjà lentement vers la piste. À l'intérieur, elle savait que tout fonctionnait comme prévu. Chaque capteur, chaque boulon, chaque signal avait été vérifié, testé, confirmé.
Rien n'avait été laissé au hasard. Lorsque les moteurs rugirent pour prendre de la vitesse, un frisson la parcourut. Elle se remémora la première fois qu'elle avait touché cet avion, encore incertain, presque défectueux aux yeux des ingénieurs haut placés. Elle se souvenait des longues nuits à démonter, à chercher l'origine des pannes invisibles, à lutter contre le silence complice des bureaux de direction. Et maintenant, l'appareil s'élevait lentement, majestueusement, sans à-coups, sans erreur. Elle sourit pour elle-même, discrètement, presque involontairement. Ce vol n'était pas seulement celui d'un A350 remis à neuf, c'était le sien. Celui d'une femme que l'on avait méprisée, mise à l'écart, puis appelée en renfort, comme on appelle un outil dont on ne comprend pas l'importance. Celui d'une professionnelle qui n'avait jamais eu besoin de s'imposer par la voix, mais qui, par la rigueur, la ténacité et la vérité de son métier, avait fait voler un système tout entier au-dessus de ses propres contradictions. Ante, quittant le tarmac, elle lança un dernier regard à l'horizon. Elle n'ignorait pas que d'autres obstacles viendraient, que l'innovation apporterait avec elle son lot de résistance, d'intérêts croisés, de pression. Mais elle était prête. Elle n'était plus la mécanicienne invisible. Elle était devenue la colonne vertébrale technique d'une compagnie qui avait frôlé la chute. Et désormais, plus personne n'oserait douter qu'à la racine même de tout envolé se trouve le travail patient, silencieux, de celles et ceux qu'on n'a jamais vraiment regardés. Elle retourna à son bureau sans dire un mot, s'assit, alluma son ordinateur et commença à rédiger les premières notes du futur programme d'innovation. Parce que voler ne suffit pas, encore faut-il tracer la route, et Claire, désormais, tenait la carte et la boussole.